Salut tout le monde, bienvenue sur CodeSphere. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une application full stack en React Native et Django. Nous allons développer notre API avec le framework Django et par la suite, nous allons connecter notre API avec le front-end React Native. Alors, moi, c'est Ousmane Smoro et je suis développeur full stack et je serai votre formateur dans cette formation. Bon, avant de commencer, je voudrais d'abord vous présenter l'application que nous allons créer ensemble. Et lorsqu'on lance l'application, vous allez voir l'interface de l'application qui va s'afficher devant vous. Alors, c'est une application mobile. Alors, au premier vue, ça peut vous paraître très simple, mais à la fin de mais vous allez apprendre beaucoup de choses lorsque nous allons commencer à réaliser cette application. C'est une application qui permet de lister les livres, d'accord, de votre préférence. Alors, vous allez, par exemple, avec cette application, vous pouvez ajouter un livre. Lorsque je clique sur le bouton ajouter, vous allez voir les champs d'ajout vont s'afficher devant vous. Alors, lorsque vous cliquez sur le bouton, donc vous pouvez fermer le champ. Alors, vous pouvez modifier un livre lorsque vous cliquez sur le bouton modifier, par exemple. D'accord? Et vous allez voir les champs vont s'afficher avec les informations des livres que vous souhaitez modifier. Et lorsque vous modifiez les informations du livre et vous cliquez sur Update, vous allez voir les informations du livre seront modifiées. Alors, je vais par exemple modifier ce livre, je mets modifier et je clique sur Update. Vous allez voir, un banquier qui a été modifié avec succès. Alors, je peux afficher aussi, je peux par exemple supprimer un livre, supposons le premier livre, donc je vais le supprimer. Lorsque je clique supprimer, donc votre livre a été supprimé avec succès. Donc, j'ai réussi à supprimer ce livre. Vous pouvez afficher les détails d'un livre. Lorsque vous cliquez sur le titre du livre, ça va afficher le détail d'un livre, L'homme le plus riche, par exemple, de Babylone. Lorsque je clique, donc vous allez voir, il a affiché donc le détail du livre, mais ce livre n'a pas de description. Je vais prendre un autre livre de mon choix. Je vais prendre par exemple La chèvre de ma mère. Donc je vais afficher donc le détail de ce livre. Donc vous voyez, donc je peux par exemple ce livre-là, donc je peux l'ajouter par exemple sur la liste de mes favoris. Lorsque je clique sur le bouton, alors le cœur a été rempli avec le rouge, donc ça veut dire que le livre est sur la liste des favoris. Et lorsque je viens au niveau des favoris, dans la table de navigation, lorsque je clique sur favoris, il va m'afficher la liste des livres qui se trouvent sous mes favoris. Donc j'ai des livres déjà, j'ai déjà un autre livre, donc j'ai La chèvre de ma mère que je viens d'ajouter tout à l'heure, d'accord? Je peux aussi, lorsque je me retourne par exemple, d'accord? Et lorsque je clique par exemple sur le livre, je peux l'enlever. Lorsque je clique sur, voilà, donc le cœur, donc je me retourne, je clique sur favori. Donc vous allez voir, le livre que j'avais ajouté n'existe plus. Donc le livre a été enlevé. Donc ici, nous allons utiliser React Native en synchrone donc pour pouvoir ajouter un livre donc sur la liste des favoris. D'accord? Alors, voici en quelque sorte les informations, donc ce que nous allons réaliser avec cette application. C'est une application vraiment très simple, mais avec beaucoup de fonctionnalités. Comment appeler une API avec React Native, comment ajouter un livre sur un sync storage de React Native. Et vraiment, cette application a beaucoup plus d'avantages. C'est pour cette raison que je l'ai choisi, pour vous permettre vraiment de comprendre vraiment toutes les fonctionnalités que vous aurez besoin généralement dans une application mobile. Alors, ici, à la fin de cette formation, vous comprendrez non seulement comment développer une API avec Django, mais aussi comment développer une application avec React Native. Mais avant de commencer, donc je voudrais d'abord vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et de l'application que nous allons créer ensemble. Donc je vais fermer l'application en question. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer. J'ai déjà préparé au préalable
ici le dossier de mon projet. J'ai créé un dossier Bookstore, d'accord? Vous pouvez faire autant que moi. Alors, à l'intérieur de ce dossier, donc, j'ai créé un dossier que j'appelle backend et un autre dossier que j'appelle front-end. Et c'est à l'intérieur de ce dossier backend que nous allons créer notre API en Django. Et c'est à l'intérieur de ce dossier front-end que nous allons créer notre application mobile. Alors, pour cette première partie, nous allons commencer d'abord à développer notre API et par la suite, nous allons venir au nouveau front-end pour développer notre application mobile. Alors ici, je vais lancer le terminal pour me placer à l'intérieur de mon dossier backend. Alors, je vais lancer le terminal, je vais terminal, d'accord? Alors, ici, j'ai lancé mon terminal, je vais me placer à l'intérieur du dossier backend. C'est à l'intérieur de ce dossier que nous allons créer notre projet Django. Alors, je vais me mettre à l'intérieur du dossier backend. Alors, j'ai fait cela pour organiser un peu mon travail, pour permettre de séparer vraiment le front-end du front-end et du back-end. Alors, c'est une bonne manière, c'est une bonne pratique de vraiment séparer les deux, d'accord? Vous pouvez créer un projet, par exemple, créer un dossier complet pour créer votre API et par la suite venir créer un autre projet pour faire le front-end. Donc, j'ai fait cela pour les regrouper dans un seul dossier Bookstore, mais les séparer pour que vous puissiez vraiment comprendre l'intérêt de bien organiser votre travail. Alors, je suis à l'intérieur du dossier backend. C'est à l'intérieur de ce dossier que je vais créer mon application, je vais développer mon API avec Django. Mais le premier travail à faire lorsque vous travaillez en Django, c'est de créer un environnement virtuel. Et quel est l'intérêt de la création de l'environnement virtuel? Ça vous permet d'avoir des problèmes, d'éviter les problèmes de version à la longue. Par exemple, lorsque vous avez une ancienne version Django déjà installée sur votre machine et que vous installez une nouvelle version, votre application ne peut fonctionner, ne peut avoir certainement des problèmes. Alors, pour éviter cela, vous devez vraiment créer un environnement virtuel pour éviter tout problème. Et à chaque fois que vous devez créer un projet Django, vous devez créer un environnement virtuel. Chaque projet Django que vous devez créer doit avoir son propre environnement virtuel pour éviter tout problème à long. D'accord? Maintenant, pour créer un environnement virtuel, c'est très simple. Alors, je vous rappelle que je suis à l'intérieur du dossier backend. Je rappelle encore à nouveau, c'est à l'intérieur de ce dossier backend que nous allons créer notre projet Django. Alors, pour créer un environnement virtuel, donc, vous tapez Python, .m, venv, et je donne le nom de mon environnement virtuel. Alors, si vous êtes sur Mac ou bien sur Linux, donc vous devez mettre par exemple 3, comme je suis sur Windows, donc je ne suis pas obligé donc de mettre cela. Je mets ici le nom de mon environnement virtuel, donc je vais l'appeler par exemple env, d'accord? Vous pouvez donner n'importe quel nom. Moi, je l'appelle env, donc vous pouvez donner un autre nom si vous voulez. Et vous allez remarquer, à l'intérieur du dossier backend, vous allez voir mon environnement virtuel. Donc, il y a un dossier qui a été créé, le dossier env qui a été créé à l'intérieur du dossier backend. Alors, la création de l'environnement virtuel peut prendre un peu de temps. Donc, vous allez patienter jusqu'à ce que l'environnement virtuel soit proprement créé. Et par la suite, nous allons installer notre Django sur notre environnement virtuel. Alors, notre environnement virtuel a été créé, d'accord? Maintenant, nous allons activer notre environnement virtuel. Alors, pour activer l'environnement virtuel, vous tapez la commande source. Donc, le nom de l'environnement virtuel, c'est env, script, activated. Donc, vous tapez. C'est ce qui permet, d'accord, d'activer l'environnement virtuel. Si vous êtes bien entendu sur Windows. Alors, comme vous pouvez remarquer, notre environnement virtuel maintenant a été créé et activé. Maintenant, nous allons installer Django. Alors, ici, le framework. Alors, pour installer Django, c'est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire?
Je voudrais d'abord vous expliquer quelque chose. Alors, certains vont me poser la question, c'est quoi Django? Alors, Django, c'est un framework Python, comme vous avez déjà remarqué, ce qui nous permet ici donc de développer des applications web et donc de façon robuste et sécurisée. Mais ici, nous allons utiliser un autre framework ici de Django qu'on appelle REST, Django REST Framework. Donc, ce framework nous permet ici de développer une API avec Django. Alors, ici, d'abord, dans un premier temps, il faut d'abord installer Django sur votre environnement virtuel. Alors, pour installer Django, donc, nous allons utiliser ici la commande pip install Django. Je tape entrée. Ici, je n'ai pas spécifié ici une version de Django. Il va installer ici la dernière version de Django. Il est en train de créer. Il est en train d'installer. Alors, ça va attendre un peu. Alors, comme vous pouvez remarquer, il a installé ici la dernière version de Django, donc Django 5.2, 5.2.5. C'est la dernière version de Django à date, au moment où j'enregistre ici cette vidéo. Alors, vous pouvez avoir une version ici différente ici de la mienne si vous regardez la vidéo là plus tard. Maintenant que nous avons installé ici Django sur notre environnement virtuel, nous allons ici créer un projet Django. Alors, pour créer un projet Django, vous allez utiliser la commande Django admin pour créer un projet Django. Alors, pour créer un projet Django, donc je vais taper admin Django admin start project et vous allez donner le nom de votre projet. Si nous voulons créer un projet d'API pour les livres que je vais appeler ici book, donc je vais l'appeler book API, d'accord? Ici, alors je vais taper entrée. Alors vous allez remarquer, à l'intérieur du dossier backend, il a créé un projet Django. Alors lorsque je regarde à l'intérieur de ce projet, il y a un autre dossier ici qui est aussi book API. À l'intérieur de ce dossier, nous avons ici les strings. Pour le fichier string ici, c'est ce qui va contenir ici toutes les configurations de votre projet Django. Ici, nous reviendrons sur ce dossier setting un peu plus tard parce que nous allons utiliser beaucoup dans cette formation. Maintenant, ici, ce dossier, à l'intérieur de ce dossier API, Book API, il a créé notre dossier qui contient ici les configurations, les dossiers URL, ASCII et WSGI. Ce sont les dossiers que nous allons utiliser au niveau de la production. Donc, nous n'allons pas utiliser ce dossier-là, ce fichier. Ce sont des fichiers que vous allez utiliser pour la production. Donc, nous n'allons pas toucher à ce fichier. Ce qui nous intéresse ici, généralement, ici, c'est le fichier setting. Et nous avons ici un fichier ici init qui permet ici donc d'utiliser ce dossier comme étant un package de quoi de Python. Chaque fois que vous utilisez, vous voyez donc le fichier init. Donc ça veut dire que donc de considérer ce dossier comme étant un package. Maintenant que vous avez ce dossier, donc nous avons un autre fichier ici manage. C'est un fichier très important qui va nous permettre ici donc de faire beaucoup de tâches avec le framework Django. Et nous allons l'utiliser beaucoup aussi. Ici, donc, je vais renommer par exemple ce dossier, donc API, book API pour ne pas confondre les choses. Donc, je vais renommer ce dossier book API. Je vais l'appeler source, par exemple, pour, le, pour faire une différence. C'est pas ce dossier-là, ce n'est pas ce book API-là que vous devez renommer, mais plutôt le premier ici, le premier dossier qui était là, qui contient ici book API. Alors, j'ai renommé, je vais me mettre à l'intérieur de ce dossier source, c'est des sources.
Alors, maintenant que nous avons créé notre projet Django, pour tester vraiment que tout fonctionne normalement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais lancer mon serveur. Pour lancer le serveur, donc on va taper Python, manage, run server, pour lancer notre serveur. Je vais lancer le serveur. Alors, vous allez voir, le serveur a été lancé. Donc, je vais copier par exemple cette URL au niveau de mon navigateur. Donc, je vais rentrer sur, je vais taper entrée. Si cette page-là s'affiche devant vous, donc ça veut dire que the install work successfully congratulations. Donc, ça veut dire que l'installation de Django s'est très bien passée et tout fonctionne normalement. Donc, ça veut dire que vous avez bien installé votre projet Django. Nous ne sommes pas là pour développer une application traditionnelle de Django avec le modèle MVT, mais nous allons ici développer une API. Alors, pour développer une API avec Django, on utilise souvent un autre framework qui est créé en base sur Django, qu'on appelle Django REST Framework. C'est ce qui nous va nous permettre ici de développer de façon rapide et aussi sécuriser les API avec Django. Alors, pour cela, donc, je vais taper Django REST Framework. Alors, lorsque vous tapez Django REST Framework, alors vous allez tomber sur ce premier lien, donc vous cliquez ici. Ici, donc ici nous allons utiliser donc ce framework-là qui permet ici de développer de façon rapide les API avec Django. Nous allons l'installer, d'accord? Alors pour l'installer, donc vous allez copier ici, vous allez copier puis installer Django REST Framework pour l'installer. Alors nous allons l'installer. Donc ici, mon serveur est toujours en cours. Donc je vais laisser ce serveur. Alors donc je vais arrêter le serveur. Je vais l'installer. Django REST Framework est en train d'installer. L'installation est en cours. Vous allez voir que des instances, donc ça va finir. L'installation s'est très bien passée et donc nous avons installé Django REST Framework. Alors ici, il y a un message ici qui dit que de mettre à jour ici mon package pip. Donc je vais ici exécuter cette commande. Ça va mettre à jour donc le pip, d'accord. Alors, alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous avons installé ici Django REST Framework. Alors, lorsque vous l'installez, alors je viens toujours ici, à chaque fois que vous devez développer une API, donc ici, vous devez toujours garder un œil sur la documentation, vous devez toujours suivre la documentation. Ça va vous permettre ici de vous aider donc dans votre développement. Ici, donc je vais regarder la documentation après avoir installé pip install. Donc on me dit d'ajouter ici REST Framework dans quoi? Dans install app dans le fichier setting. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais copier ça et je vais venir au niveau du fichier setting. Si le fichier setting ici, c'est donc c'est dans ce fichier setting qui est là. Ici, au niveau de app, install app, je vais l'ajouter. J'ajoute REST Framework. Ici, j'ai utilisé, donc j'ai installé Django REST Framework. Maintenant, ce qu'il y a à faire, donc je vais ici créer une application Django.
Alors ici, ce que vous devez savoir, bien entendu que nous n'allons pas créer une application traditionnelle Django, mais à chaque fois que vous travaillez, un projet Django peut regrouper plusieurs applications. Par exemple, lorsque vous avez une application e-commerce, vous pouvez avoir une application qui va gérer, par exemple, les utilisateurs. Vous pouvez avoir une application qui va gérer ici les commandes, une application ici qui va gérer ici les produits, ainsi de suite. C'est vraiment bien organisé. On fait cela pour avoir ici un projet ici bien organisé. Et séparer donc ici toutes les fonctionnalités et regrouper dans un même projet, mais qui interagissent entre eux. Toutes ces applications-là interagissent entre elles. Ici, maintenant que nous avons notre projet, donc nous avons installé Django REST Framework, alors nous allons créer une application Django. Alors pour installer l'application, donc vous allez taper toujours la commande Python manage. Alors un point très important, à chaque, si vous voulez créer un projet, on écrit Django admin, mais si vous voulez créer, une fois que vous créez votre projet, donc vous n'aurez plus à utiliser Django admin. Alors à chaque fois que vous devez créer une application, donc on utilise Python manage app. Et donc ici, donc je vais donner le nom de mon application, donc je vais l'appeler Book App. C'est dans cette application que je vais créer ici mon API. D'accord? C'est ma manière donc de créer. Donc à chaque fois que je travaille, à chaque fois que je vais développer une API, donc je crée toujours une application et à l'intérieur donc de cette application-là, créer un dossier API. Donc j'ai créé une application et à chaque fois que vous créez une application, vous devez l'ajouter à votre une application. Pour que cette application soit reconnue par votre projet Django, vous devez l'ajouter, toujours vous devez venir au niveau du fichier setting et l'ajouter au niveau à install app. Django vient avec des applications qui sont prédéfinies au niveau de Django. Donc vous avez Django admin, Django Auth, Django Content Type, Session, Message et Static File. Donc ce sont des applications ici prédéfinies Django qui permet ici qui vous permet donc d'accélérer votre travail. Donc nous n'allons pas toucher à ces applications-là, mais il est très important de les connaître. Donc, bien que nous n'allons pas les toucher dans cette formation, mais vous devez savoir que Django vient avec toutes ces fonctionnalités. Si vous avez déjà une idée, si vous avez déjà utilisé Django auparavant, vous connaissez déjà ce que ces applications-là. Maintenant que nous avons créé une application, je vais venir au niveau du fichier setting et l'ajouter. Et l'ajouter. Alors, donc, je vais ajouter Book App que je viens de créer. Alors, j'ai ajouté mon application. Je vais fermer le fichier setting pour le moment. Et à l'intérieur ici, maintenant, l'application Book App est reconnue par mon projet Django. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier API. À l'intérieur de ce dossier API, je vais ajouter ici toutes les fonctionnalités liées à mon API. D'accord? Créer toutes les fonctionnalités liées à mon API. Alors, à l'intérieur de ce dossier app, donc, je vais créer certains fichiers. D'abord, on aura un fichier URL que je vais créer. Je vais créer un fichier vue. Et à l'intérieur aussi, que je vais créer un fichier serializer. Alors, ce sont ces trois fichiers que j'aurai besoin pour le moment. Si j'ai besoin d'autres fichiers, je pourrais l'ajouter. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai besoin. Maintenant que j'ai déjà créé ces fichiers, alors ici, donc je vais venir ici.
au niveau de mon projet Django, ici au niveau du fichier setting, alors je vais l'ajouter au niveau de l'URL. À chaque fois, pour pouvoir utiliser donc l'URL ici, donc je vais venir ici, lorsque vous ajoutez une application par exemple, pour ajouter l'URL donc de cette application, vous devez venir ici, vous devez l'ajouter de cette manière-là. Alors ce que je vais faire, donc je vais copier ça en clic ensemble, je vais l'ajouter. Alors, mon application s'appelle ici Book App et mon fichier URL, je l'ai créé à l'intérieur du dossier API, donc je vais mettre API. Et mon nom, donc ici, c'est Book. Au lieu de blog, donc je vais l'appeler Book, par exemple. J'ai ajouté ici mon URL, donc je vais importer donc ici, include. Je vais l'importer, include. Très bien. Maintenant, c'est bon pour le moment. Vous devez ajouter l'URL donc de votre application au niveau donc ici de l'URL global de votre projet. C'est ce que je vais le faire. Maintenant, je vais revenir au niveau du dossier API. Pour le moment, si au niveau de mon application ici, donc j'ai le modèle. Donc, je vais maintenant venir au niveau du modèle. Donc, je vais créer ici mon modèle. Maintenant, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est parce que ça reste ici une table donc, que vous allez créer dans votre base de données. Et cette table-là, donc, ce sont par exemple, supposons que vous avez une table qui gère par exemple les produits. Un produit a un titre. Alors, nous allons pas écrire ici un code SQL, mais Django ici, lorsque vous créez, c'est une classe que nous allons créer et Django va le transformer en table dans notre base de données. Alors, nous allons créer notre modèle. Donc, le modèle, je vais l'appeler par exemple book. D'accord? Je vais créer un modèle book, classe. Je vais créer book. Qui vient de modèles. Alors ici, mon livre a un titre. D'accord? Je vais aussi importer par exemple import. Donc, je vais utiliser UUID. Alors, ici, j'ai, par exemple, l'ID est égal à modèle UU field. Donc, ce sont les différents champs, d'accord, de ma table book que je suis en train de créer. Donc, ça sera un primary key de la clé primaire. Oui, c'est tout. Et default, c'est UU. UU ID4. Et editable false. Pourquoi editable false? Donc, ça veut dire que je ne peux plus, lorsqu'une fois que ce champ est créé, donc je ne peux pas l'éditer. Donc, c'est une clé primaire, donc on ne doit pas l'éditer. D'accord? La date est unique. Maintenant, je vais par exemple créer un titre, le titre, title, modèle. Ici, il y a l'autocomplétion. Donc, ici, donc, il y a un auteur. Donc, le nom de l'auteur, donc, je vais l'appeler auteur. Donc, un modèle, char field. Donc, c'est une chaîne de caractères, max length.
100. C'est bon. Et donc ici, un livre, ici, a une description. Description. Donc je vais mettre description, la description du livre. Donc je vais mettre modèle. Child. Donc ici, au lieu de 500, donc je vais mettre par exemple 300. Je vais mettre ici 400 par exemple. Et donc il y a un prix, d'accord, price, modèle, et voilà. Digit, on va prendre ici comme nombre de digits, donc c'est 10. Et sera un nombre décimal, donc on aura besoin de deux valeurs après la virgule, d'accord? Ici, et on va prendre par exemple la couverture. Couverture, la couverture du livre. Cover image. Donc je vais l'appeler comme ça, cover image. Alors, je vais mettre modèle. Ici, ça sera URL, d'accord? URL, field, donc max. Je ne vais pas définir ici une taille. Donc, je vais mettre blanc tout. Le livre ne pas avoir ici une couverture. D'accord? Une autre aussi. Ici, il y a un numéro de série. D'accord? Donc, je peux mettre ici ISBN. Donc, un numéro de série de, de la couverture. Donc, ici, ça sera par exemple ici maximum 13 et unique. Le numéro de série va être toujours unique. Et il y a une date de création, created at, modèle. Donc, ça sera un date time field. Date time field. Auto now add. Égal à tout. Et updated at la date de modification. Donc, à chaque fois que donc je vais modifier ici mon API, j'aurai ici une nouvelle date qui va être enregistrée. Ici, auto now add. Donc ici, ça sera la date qui ne sera pas modifiée. Il va prendre la date de la création du livre. Après cela, donc cette date-là ne sera plus modifiée. Mais lorsque vous mettez auto now, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous modifiez ici, donc la date de modification sera mise à jour automatiquement avec la nouvelle date, donc la date de modification. Mais la date de création reste inchangée, d'accord? Maintenant, nous avons créé ici notre, notre modèle. Alors, je vais ici faire une migration pour que ce modèle-là soit créé automatiquement dans ma base de données. Alors, pour faire cela, donc je vais faire ici Python manage make make migrations. Donc, il va créer une migration. C'est quoi le problème? Donc, il y a un problème. Donc, quelque part dans mon projet. Alors, je vais regarder c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Python
manage.py, make migrations. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit? Exécute la commande. Oh, donc j'ai fait une erreur. Donc ici, j'ai ajouté ici l'URL, mais je n'ai pas ici, il n'y a rien qui se trouve dans mon fichier URL que j'ai créé au niveau de l'API, ici. Donc je vais ajouter ici quelque chose. Donc je dois ajouter URL patterns. On me dit que dans mon fichier URL, donc il n'y a rien qui se trouve dedans. Oui, c'est normal. Donc je vais venir au niveau de mon URL ici, au niveau de mon fichier. Donc je vais, je vais prendre le contenu ici, URL pattern. Donc je vais venir. Alors je vais le copier au niveau de mon dossier API. Donc je vais le coller. Ici, je vais rien mettre pour le moment. D'accord? Alors, je vais importer. Si il y avait un problème, donc je devais avoir ici les URL patterns, d'accord? Au niveau de mon fichier API, au niveau des fichiers URL qui se trouvent dans mon dossier API que j'ai créé. D'accord? Donc maintenant, je vais essayer de nettoyer ici. Donc je vais réessayer à nouveau. Je vais créer la migration. Je vais voir si j'ai toujours un problème. Alors, rien n'a été changé. Alors, au niveau de mon dossier modèle, donc ici, je vais enregistrer la modification que j'ai faite pour que je rende compte que j'ai fait quelque chose comme modification au niveau de mon dossier modèle. D'accord? Alors, je vais essayer à nouveau pour qu'il puisse me créer le dossier migration. Alors maintenant, il a créé ici le modèle. Book a été créé. D'accord? Alors, donc, je vais faire quoi? Donc, je vais faire une migration pour créer ici. Lorsque vous venez au niveau de votre application API, d'accord? Au niveau des migrations, donc, vous allez voir, il y a un dossier migration qui a été créé. Et lorsque vous regardez à l'intérieur de ce dossier migration, vous allez voir un dossier, un fichier 001 initial. Donc, ça veut dire, lorsque vous regardez à l'intérieur de ce fichier, a été créé, il a créé ici une migration, un fichier de migration. À l'intérieur de ce dossier, donc, il a créé quoi? Il a créé ici un modèle, donc, de le nom c'est book, d'accord? Notre classe book que nous avons créé, voici le nom et voici les différents champs que nous avons ajoutés à notre modèle. Et lorsque je fais migrate, donc, ce sont la table book qui sera créée dans ma base de données avec les différents de ces champs que vous voyez devant vous. Maintenant, alors, je vais nettoyer un peu mon terminal. Je vais maintenant lancer à nouveau la commande Python manage by migrate. Donc, lorsque je lance la commande, donc il va créer non seulement ma table, mais il y a déjà, comme je vous ai dit, Django vient avec des applications qui sont déjà créées, qui sont déjà prédéfinies. Et lorsque vous lancez la migration pour la première fois, Django va créer ici les modèles de ces applications-là dans votre base de données. Maintenant que nous avons créé la migration, pour qu'on puisse vraiment voir la table que nous venons de créer, nous allons nous rendre sur l'interface d'administration. Django vient avec une interface d'administration pour pouvoir accéder ici à cette donc à l'interface d'administration. Nous devons créer ici un administrateur pour notre projet. Alors, pour créer un administrateur, donc je vais par exemple créer un super administrateur, celui qui sera là pour manager ici tout le projet.
Alors, pour créer un site utilisateur, donc on utilise toujours Python, Manage, UI, Create, Super User. Lorsque je tape sur Entrée, donc qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me demander, par exemple, le nom d'utilisateur que je souhaite utiliser. Je vais appeler admin, par exemple. D'accord? Adresse email, donc je ne vais pas utiliser l'adresse email pour le moment. Donc, le mot de passe, je vais donner un mot de passe. D'accord? Et il me demande encore de retaper le mot de passe. Et Django me dit que l'adresse ou le mot de passe est trop court, trop commun, mais donc je suis un test, donc je vais dire c'est bon, je vais aller. Alors, mon super utilisateur a été créé. Maintenant, je peux accéder à l'interface d'administration de Django. Alors, comment je vais faire? Je vais me rendre au niveau ici de mon navigateur. L'application est là, mais pour le moment, lorsque je tape par exemple quelque chose, j'ai arrêté le serveur. Pour cela, donc, je vais redémarrer mon serveur. D'accord? Je vais relancer le serveur. Manage, run serveur. Je vais relancer à nouveau le serveur pour que je puisse accéder à, à l'interface d'administration. Je vais faire slash ici admin. Alors, vous allez voir ici, il y a le formulaire ici de connexion à l'interface d'administration de Django que j'affiche devant moi, donc Django Administration. Pour cela, donc, je vais mettre ici admin et je vais mettre mon mot de passe que je viens de créer. Je tape entrée. Maintenant, j'ai accès à l'interface d'administration, mais lorsque vous regardez, la table que je viens de créer, donc, n'existe pas. Pour que vous puissiez avoir accès à cette table ici, pour que cela puisse s'afficher au niveau ici de l'interface d'administration, je vais me rendre au niveau de mon application, ici, Book App, au niveau du fichier admin. Donc, je vais importer mon modèle. Donc, à partir du dossier modèles, qui est là, PY, donc je vais importer ma classe. Je vais importer ma classe book, mon modèle book. Alors, ici, je vais faire admin site register. Et donc, je donne ici le nom book. Alors, je vais ici enregistrer. Alors, lorsque je me retourne au niveau de l'interface d'administration et que j'actualise, vous avez remarqué, et voilà. Donc ici, j'ai ma table ici pour que s'affiche devant moi. Je peux maintenant ajouter quelques informations au niveau de ma table, d'accord, de mon dossier book. Ici, par exemple, je vais mettre par exemple titre 1 et auteur, par exemple, je vais mettre par exemple mon nom Asman. Alors, description, le prix, par exemple 7,4. Donc, je vais mettre 7 euros. Couverture, je peux ne pas mettre une couverture pour le moment. J'ai juste un test. Mais je vais par exemple me rendre sur l'internet. Je vais choisir par exemple, je vais prendre un livre par exemple. Alors, je vais choisir par exemple le livre, un roman que j'aime beaucoup.
Je peux choisir n'importe quel livre. Alors, je vais choisir par exemple La chèvre de ma mère. Alors, je vais choisir l'image du livre La chèvre de ma mère. Alors, je vais prendre. Alors, je vais copier l'image de ce roman, copier l'adresse image, je copie, je vais au niveau de l'administration, donc je colle ici. Alors, donc je vais changer mon titre, donc La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère, d'accord? Kanyama, donc ici qui est l'auteur. Donc je vais copier le nom de l'auteur. Je vais venir ici, je vais coller le nom de l'auteur. Ici, le livre a une description. Donc je vais copier ici la description du livre. Je copie la description du livre. Alors, je vais venir au niveau de la description. Je vais remplacer par la description 1. Donc, je vais changer. Et le nom, par exemple, le prix, c'est 19 euros. Donc, je vais choisir, je vais prendre le livre. Alors, je vais taper le nom. Donc, le prix, c'est 19 euros sur Amazon, d'accord? Et ici, le numéro de série. On va regarder ce qu'il y a un numéro de série qui est là. Pas forcément, d'accord? Bon, il n'y a pas de numéro de série, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais garder ces numéros de série. Donc, je peux mettre n'importe quel numéro de code. Donc, je vais enregistrer cela, la chèvre de ma mère. Et voilà, le livre a été ajouté. Mais vous remarquez quelque chose. Regardez le nom de l'objet et vous affichez moi le titre du livre. Il m'affiche book, object. Alors, pour éviter cela, lorsque vous revenez au niveau du modèle, donc au niveau de votre modèle, vous devez créer ici une méthode spéciale de Django, donc qui va nous permettre d'éviter cela. Donc on va faire def, une fonction, star, self, qui va retourner ici le titre, return, self, title, le titre du livre, le titre. Et je me retourne au nouveau. Je vais actualiser et vous allez voir. Maintenant, le titre, la chèvre de ma mère qui s'affiche. Maintenant, nous avons créé notre modèle. Voilà. Tout a été bien fait. Donc, pour le moment, tout va bien. On a créé notre modèle. On a ajouté ici un livre. Donc, dans notre base de données, un premier livre. Mais nous voulons ici créer une API. Alors, pour créer une API avec Django, comme je l'ai toujours dit, on utilise ici le framework REST, Django REST Framework. Alors, nous avons déjà installé Django REST Framework. Alors, ici, nous aurons besoin ici de quoi? D'une serializer. Et ici, le fichier serializer, ici, que je vais vous expliquer c'est quoi le serializer. Et ici, il vue. Je vais me rendre au niveau du fichier API, qui est donc qui est là. Au niveau du fichier ici, serializer. Ici, qu'est-ce que le serializer permet de faire? Alors, c'est quoi réellement la serialisation? Alors, pour illustrer cela, donc je vais d'abord vous afficher cette image-là pour pouvoir vraiment vous expliquer à quoi ça sert vraiment Django Serializer. Ici, lorsque vous avez un modèle, donc ça, comme nous avons créé notre modèle, il y a des différentes données. Ces données-là, pour que ces données-là puissent vraiment être consommées par le client, par exemple votre application front-end, vous devez vraiment rendre dans un format pour que vraiment ces données-là soient utilisables pour votre client. Ici, pour que ce modèle de données-là soit utilisé par, par le client, il doit passer par Serializer. Serializer, c'est le travail de Serializer. Donc, c'est de prendre ces données de notre modèle et le rendre en quoi? En format, et le refaire sortir en format JSON pour que ces données-là puissent être utilisées ici par le client.
pour que ce données puisse être utilisé par le client. Donc, c'est-à-dire, nous avons créé notre modèle, nous avons ajouté par exemple des données dedans, et lorsqu'ils ajoutent ces données à l'intérieur donc, de mon modèle, et ces données-là sera ressorties en format JSON et puissent être utilisées par mon application ici mobile. Ça peut être même une application avec React, avec Vue.js, avec ici Angular, avec .NET, ainsi de suite. Donc, ça sera ici une application quand même à un format qui puisse être utilisé par le client. Ça sera un peu le rôle de Serializer, prendre les données à un format et le rendre à un autre format qui puisse être utilisé par le client. Alors, ici, le désérialisation, donc le contraire aussi, c'est de prendre ces données et le faire repasser à un format, donc ici, comme le format du modèle. Mais ici, ce qui nous intéresse ici le plus important, c'est la sérialisation. Alors, vous devez savoir qu'en Django, il y a deux types de sérialisation. Il y a serializer, il y a modèle serializer. Mais nous allons voir ici le modèle serializer. Lorsque vous regardez la documentation, par exemple, je vais me rendre au niveau de la documentation pour bien vous expliquer. Lorsque je vais au niveau de la documentation, par exemple, lorsque je vais au niveau de serializer, je clique sur serializer et vous allez voir ici, il y a des trucs. Donc, il y a ce on appelle serializer et serializer. Donc, vous créez les modèles, donc les champs de ce que vous avez créé au niveau de votre modèle. Donc, vous recopiez, donc c'est tout comme vous êtes en train de recopier votre modèle. Non seulement vous remplacez les différences, les modèles, mais si vous utilisez le modèle serializer, par exemple, lorsque je clique sur le modèle serializer, donc vous n'avez pas besoin de faire cela. Donc, vous devez juste ici utiliser modèle serializer et vous créez une classe ici meta à l'intérieur de la classe serializer que vous êtes en train de créer. Vous créez une classe meta et vous importez ici votre modèle et les champs que vous souhaitez afficher. Vous pouvez aussi utiliser d'autres propriétés si vous ne voulez pas que ces données-là soient modifiables et que vous ne voulez pas que vraiment ces champs-là soient affichés, donc ainsi de suite. Maintenant, nous allons utiliser le, le modèle serializer, la deuxième méthode, d'accord? Mais vous devez savoir qu'il y a deux manières de faire, d'accord? Ici, donc je vais venir au niveau de mon application, au niveau du projet. Je mets ici mon fichier view que je ne vais pas toucher d'abord. Donc, je vais venir au niveau de serializer. Ici, au niveau de Django, au niveau de mon fichier, donc je vais importer serializer. Excusez-moi. Donc, je vais mettre serializer. Et je vais aussi importer mon modèle. D'accord? Donc, ici, je vais faire from book app, donc mon nom d'application, dans le modèle. Donc, je dois importer quoi? Je dois importer le modèle book. D'accord? Donc, nous sommes au niveau des API. Donc, je fais ici from book, app, book, et ici, j'importe ici le book, le modèle book. Alors, je vais créer donc la classe serializer, classe book serializer. Nous allons utiliser le modèle serializer. À l'intérieur donc je vais créer une classe meta. Donc cette classe meta
et le nom de mon modèle, je vais donner modèle est égal à quoi? Book. Donc ici, je donne ici le nom du modèle. Donc le modèle book, et c'est ce que nous avons ici dans mon fichier ici modèles. Ici, ce que vous devez importer au niveau de votre fichier serializer. Pour le modèle que j'ai serialisé, c'est le modèle book. Et les champs que je souhaite utiliser, donc ici, ce sont tous les champs. D'accord? Fields. Et lorsque je mets ici all, donc ça veut dire que je veux tous les champs. D'accord? C'est tous les champs que je souhaite ici afficher. Mais il y a des champs, par exemple, je veux que ces champs-là soient seulement lire. On ne peut pas les modifier. Donc, parmi ces champs, nous avons le ID. Ce sont les champs qui doivent seulement être lire, mais on ne peut pas les modifier. D'accord? Je vais afficher tous les champs. D'accord? L'ID va être affiché, mais on ne peut pas modifier ces champs. Par exemple, les champs, li- le champ, par exemple, ID, le champ created at, updated at. Donc, la updated at, donc, se met en dessous automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin donc, de taper une date. D'accord? Ce sont les champs de read only field. Ce sont les champs que je vais utiliser, que je ne vais pas ici. Ce sont les champs seulement qu'on ne peut lire, mais on ne peut pas les modifier. Only field. Ces champs-là doivent être lus, mais ne peuvent pas être modifiés. Très bien. Alors, en Django REST Framework, il y a ce qu'on appelle ici des validations. D'accord? Les validations permettent de faire quoi? Il y a trois niveaux de validation. Par exemple, en Django, il y a le name field validation, par exemple, qui permet ici, lorsque je vais, par exemple, ce champ-là, lorsque j'écris une API, je peux dire que ce champ-là ne peut contenir que, elle ne peut pas contenir trois caractères. Pour faire cela, donc on utilise ici name field validation. Donc il y a object validation, par exemple, si je veux, par exemple, dire que les champs description et le champ titre ne doivent pas être les mêmes, on peut utiliser ici, par exemple, object level validation. Donc ici, il y a une autre validation qu'on appelle validator. Mais nous, ici dans notre cas, donc je vais prendre juste un exemple. Validation, object validation, pour dire que le champ titre et le champ description ne doivent pas être les mêmes. Si par exemple, par hasard, tape par exemple au niveau du champ titre, il tape par exemple quelque chose et il tape la même chose au niveau de la description et puis c'est envoyé. Donc vous allez voir qu'il y a un message qui va s'afficher devant lui pour lui dire que non. Votre titre et votre description ne doivent pas être les mêmes. D'accord? Doivent être différents. Alors, pour illustrer donc ces validations, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple me rendre sur la documentation. À chaque fois que vous voulez implémenter une fonctionnalité, je vous encourage fortement de vous rendre sur la documentation Django, d'accord? Et comme ça, lorsqu'on regarde au niveau du serializer, donc j'ai déjà la validation qui est là. Lorsque je clique sur validation, ici il y a la validation. Ici j'ai titre validation, par exemple. Validation au niveau du quoi? Au niveau du champ. On peut faire une validation sur un champ, par exemple. Euh, donc ici ça c'est la validation pour le champ. D'accord? Il y a aussi au niveau validation, au niveau d'objet, object level validation. Donc aussi, par exemple, je vais comparer des champs, supposons, je vais comparer le champ description et le champ titre, donc je peux dire que les deux champs ne doivent pas être les mêmes. Et s'il y a l'égalité, donc si ça veut dire que lorsqu'on écrit au niveau de la validation, le titre et la description, c'est les mêmes, si on peut ici soulever ici une erreur de validation pour dire que ces deux champs ne doivent pas être les mêmes. Alors, comme vous pouvez voir, je vais implémenter d'abord pour un premier temps, je vais dire def, d'accord, validate, title. Alors,
il doit pouvoir valider. Et qu'est-ce que je vais dire par exemple? Donc ici, la validation, c'est sur le titre, d'accord? Value. Donc si la longueur ici est inférieure à quoi? À 3, d'accord? Ou je vais prendre 2. À 3 c'est bon, 3 c'est bon. Alors, donc je vais soulever une erreur. Donc raise serializer validation error. Le titre doit être au moins, donc ça c'est la validation au niveau de quoi? Au niveau du champ. Donc vous avez une idée comment, si je veux par exemple faire une validation au niveau du champ, donc je peux dire que ce champ ne doit pas avoir au moins, doit avoir au moins 3 caractères ou plus. Donc le titre ne doit pas avoir au moins, ne doit pas avoir des caractères. Il doit avoir 3 ou 4 caractères, 5 caractères pour avoir un bon titre, d'accord? C'est juste un petit exemple. Je peux par exemple mettre aussi validate, donc si je vais par exemple l'object level validation, si je veux comparer entre deux champs, donc qu'est-ce que je fais? Je peux mettre par exemple def validate, validate. Et dans ce cas, il va prendre self et data. Donc ici, lors de la création, if data, donc ça veut dire que data va contenir ici quoi? Les informations des champs. Ça sera un dictionnaire qui va contenir quoi? Data, c'est un dictionnaire qui a pour, par exemple, la clé du dictionnaire, ça sera le titre de vos champs et la valeur qui contient. D'accord? Chaque clé est associée à une valeur, chaque clé est associée à une valeur. Donc, le dictionnaire en Django, en Python. Donc, ici, le titre, par exemple, title, le titre title, si égal, par exemple, le titre du livre est égal, par exemple, à la description du livre, d'accord? Si c'est le cas, donc je vais soulever une erreur pour dire que les deux ne doivent pas être les mêmes. Alors, je vais soulever une erreur pour dire que le titre et la description ne peuvent pas être identiques. Et après ça, donc je vais retourner ici, je vais retourner data s'il n'y a pas d'erreur. D'accord? S'il n'y a pas d'erreur, donc je vais retourner data. Donc ça, c'est un peu la validation. Ça, c'est la validation au niveau de quoi? Au niveau du champ. Ça, c'est la validation au niveau de l'objet. Je peux ici faire autant de fois que je veux. Si je veux par exemple faire une validation sur le numéro de code de série, donc je peux créer cette fonction. Alors maintenant, donc je vais créer une autre méthode, par exemple la méthode create, donc save. Lorsque je crée par exemple mon livre, je vais retourner l'objet que j'ai créé pour voir réellement le résultat que j'ai fait de ce que je viens de créer. Donc pour cela, je vais créer une autre méthode que j'appelle la méthode create, avec def. Tout est dans la documentation. Par cette méthode-là, la méthode in some case, la méthode create and update de mon champ, ici, au niveau de mon serializer, donc je vais créer ici la méthode ici create, qui va contenir ici self validate data. Et ici, je vais faire return
book, objects, create, validate data. Donc ici, validate data ici va contenir ici l'objet que je suis en train de créer. Lorsque à chaque fois que je crée ici le modèle, un modèle book, d'accord, à chaque fois que je crée ici un nouveau livre, donc il va me retourner ici les informations de ce livre, toutes les informations du livre. Donc c'est ce que la méthode ici create sert à faire exactement. Lorsque j'ai créé, donc je vais retourner ici les informations du livre que je viens de créer. Alors, lorsque par exemple je fais aussi la méthode update, d'accord, dev, update, chef, instance, validated data, et lorsque je souhaite ici modifier du livre, d'accord. Ici, on aura ici ces méthodes instance. Ici, instance ici représente ici l'ancienne valeur, l'instance que je souhaite modifier, et validated data ici contient les nouvelles valeurs que je souhaite attribuer à quoi? À notre instance. Validated data va contenir ici la nouvelle valeur et instance ici sera modifiée avec les anciennes valeurs seront remplacées par les nouvelles valeurs que je souhaite ajouter. Alors ici, je vais faire instance. Donc ici, il y a l'outil ici Google Copilot ici qui comprend directement ce que je vais faire et m'affiche ici ce que je dois faire comme travail. Alors, je vais faire tabulation pour prendre compte des suppositions de Google Copilot pour aller un peu plus rapidement. Instance title, l'instance que nous souhaitons modifier ici le titre. Validated data get title. Donc le titre, ici le titre et la valeur que je souhaite modifier. Ici, je prends validated data get title et instant title. Donc ça veut dire quoi? Je souhaite modifier le titre donc de mon instance, instance title. Il va prendre quoi? Il va prendre la nouvelle valeur et il va remplacer par quoi? Par l'ancienne valeur. Ce que ça veut dire, et il va me retourner l'instance. Et voilà, en quelque sorte, ici, j'ai fini avec ici mon fichier serializer. Je vais venir ici au niveau de ma vue. D'accord? Ici, au niveau de ma vue, c'est ici la plupart du travail ici. Beaucoup de choses vont se passer. Ici, les fonctionnalités. Donc, la vie ici sert. C'est ici, nous allons implémenter la logique dessus de notre API, par exemple. Si il s'agit par exemple d'enquête, donc si je souhaite implémenter la méthode de modification, la méthode de suppression, tout va se passer ici. Alors, pour développer notre API au niveau de notre vue, alors vous devez savoir qu'il y a deux types de vues. En Django, il y a fonction base view et classe base view. Pour notre cas, nous allons utiliser ici la fonction base view. Avant de commencer, donc je vais importer d'abord pour un premier temps response. La réponse ici nous permet de retourner le contenu des données qui doivent être rendues. Par exemple, sous format JSON, pour notre cas. Alors, nous avons aussi status. Et statut ici, par exemple, statut ici, c'est un format qui nous permet de déterminer est-ce que tout s'est très bien passé, le format de retour. Est-ce que, par exemple, c'est une mauvaise requête? Est-ce que les données ont été mal rendues? Et donc, nous allons afficher ici le statut de retour. D'accord? Et lorsque vous vous rendez sur Django Forest Framework, là, sur la documentation, tout est expliqué en détail. Alors, vu que nous allons utiliser ici fonction BSD, nous allons importer ce qu'on appelle ici le décorateur. Parce que fonction BSD doit être décorée soit par le format est-ce que c'est une quête, ou bien si c'est une quête, ou bien c'est un post, ou bien c'est un put ou patch, ainsi de suite.
Ici, nous allons importer ici le décorateur, décorateur, d'accord, décorateur, et j'importe avec API View. API View, donc c'est ce qui va être le décorateur que nous allons utiliser pour décorer notre fonction visuelle. C'est API View. Donc, API View, il n'y a pas S à la fin. API View. Après, nous allons importer notre modèle book, from book app models imports book. Book représente ici notre modèle que nous avons créé dans le fichier models. Et nous allons aussi importer notre serializer. Serializer, n'oubliez pas qu'il nous permet de transformer notre donnée sous format JSON, d'accord? Et il est situé à l'intérieur du dossier API que nous avons créé. Alors, je vais écrire le nom de mon application Book App et à l'intérieur de Book App API. Alors, voilà le nom de la classe Book Serializer et à l'intérieur, je vais importer. Maintenant que nous avons importé cela, nous allons créer notre première méthode, notre première fonction qui va nous permettre ici de lister, d'accord, la liste de tous les livres. Alors, je vais faire def get, alors book, je vais l'appeler book list. Book list. Alors, book list. Alors, les fonctions doivent toujours avoir request comme premier argument. D'accord? Je vais lui donner ici request comme premier argument. Mais avant tout, je vais découvrir d'abord ma fonction. C'est quelle méthode? Est-ce que c'est méthode get ou bien méthode put? Ici, dans cette fonction, nous allons implémenter la fonction get pour afficher la liste. Donc, je vais passer get, le décorateur get, qui va nous permettre de lister la liste des livres. Alors, la première méthode qui sera implémentée à l'intérieur de ma fonction getBookList, ça sera une méthode, ça sera l'implémentation de la fonctionnalité get, d'accord? Alors, je lui donne get. Et aussi, je vais lui donner aussi post. Ce sont les deux fonctionnalités, l'ajout, l'affichage et l'ajout. Maintenant, je donne request et je vais à l'intérieur, je vais faire une condition. If request est égal method request.method est égal à get. Donc, si c'est pour l'affichage des listes, je vais récupérer la liste, d'accord? Je vais récupérer la liste de mes livres que j'ai insérés dans ma base de données. Pour cela, je vais faire book.objects.all. Il va me récupérer, c'est-à-dire ici, tous les livres qui se trouvent dans ma base de données. Maintenant, lorsque je récupère tous mes livres, je vais essayer maintenant de rendre ça en format JSON. Donc, je vais mettre serializer est égal à book serializer book. D'accord? Alors, book serializer, je donne book comme argument. Book. Alors, il doit avoir comme deuxième argument menu. Pourquoi menu? Lorsque vous récupérez plusieurs éléments, vous souhaitez afficher la liste des éléments. Si c'est plusieurs éléments que vous passez à votre serializer, vous devez toujours vous assurer parce que c'est la liste
des livres que nous avons récupérés dans notre base de données. Alors, il faut toujours donner comme deuxième argument menu. D'accord? J'espère que, alors, vous devez toujours passer menu comme deuxième argument. C'est très important, sinon vous aurez une erreur de l'affichage. Mais si c'est un seul élément, vous n'avez pas besoin de passer menu comme égal à true. Alors, je vais retourner return response, la classe response. Je vais lui donner le contenu des éléments que je souhaite rendre en format JSON. Donc, c'est serializer point data. D'accord? Serializer, c'est le serializer que nous avons créé. Donc, je corrige serializer et point data. Maintenant que nous avons implémenté la méthode get, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va faire une requête, cette requête va être passée à la méthode getBookList et il va nous permettre, il va récupérer la liste de tous mes livres et il va afficher en format JSON la liste de tous les livres qui se trouvent dans ma base de données. Alors, cette fonction, donc, je vais implémenter des fonctionnalités, la méthode get et la méthode post. Maintenant, je vais implémenter la méthode post. Je vais faire if request méthode est égal à post. Donc, ça veut dire c'est un ajout, d'accord? C'est l'ajout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je vais récupérer les données que l'utilisateur m'aurait envoyées. Alors, pour cela, je vais créer la variable data, d'accord? Data est égal, alors request data. Request toujours contient, d'accord, les données que l'utilisateur m'aurait envoyées. Il contient ici les valeurs de requête. Donc, request.data. C'est ces données que je vais serialiser, d'accord? Serializer égale à book serializer, book serializer, data est égal à data. Maintenant, nous allons faire une condition. Si les données que l'utilisateur m'a envoyées sont valides, serializer, if serializer is valid, donc c'est-à-dire que les données que l'utilisateur m'a envoyées sont valides. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer ces données dans ma base de données. Pour cela, je vais faire serializer.save pour ici enregistrer ces données-là dans ma base de données. Alors, une chose très importante, et je vais retourner ces valeurs-là, je vais serializer. Ici, response serializer data. Alors, je vais me retourner au niveau de serializer parce que je vais créer la méthode create, c'est ce qui permet donc de me permettre de retourner, d'accord, les informations de données que je viens d'enregistrer dans la base de données et permet d'afficher ces informations-là, d'avoir une valeur de retour concernant les données qui ont été retournées. D'accord? C'est ce que Create permet de faire ici, dans la liste des API, donc dans la liste des données. Il va me permettre de retourner, et je vais faire status, je vais retourner le statut HTTP 201 create, pour dire que les données ont été bien enregistrées et en affichant les informations de ces données-là. Alors, si il y a une erreur, donc par exemple, si une erreur s'est produite et que les données ne sont pas bien enregistrées, alors nous allons envoyer un message de retour pour response serializer error. Et le statut, ça sera bad request. D'accord? HTTP 401 bad request. Pour dire que, bon, ce qui concerne ici les statuts, lorsque vous vous rendez dans la documentation, vous allez voir tout est détaillé là-bas, donc vous l'avez rien inventé. Et nous avons ici implémenté les deux fonctionnalités, ce qui concerne
la méthode get et la méthode post. Alors, nous avons implémenté ça à l'intérieur de notre fonction getBookList, donc deux fonctionnalités qui concernent notre API. Maintenant, nous allons créer une deuxième méthode, ce qui concerne ici la modification et ici la suppression. Alors, nous allons implémenter ça dans la fonction getBookDetails. Alors, je vais que getBookDetails et je lui donne request comme premier paramètre. Lorsqu'il s'agit donc d'afficher le détail, donc je dois lui donner la clé primaire, d'accord, de l'élément que je souhaite ici afficher. Mais je dois d'abord donner le décorateur. Alors, je vais donner API, comme vous voyez toujours, API, API, view, et il va donner ici la méthode get, put et delete. D'accord? Parce que dans cette fonction, ce sont les méthodes là que je vais implémenter. La méthode get pour afficher seulement le détail d'un seul livre. La méthode put ici pour modifier ce qui concerne les informations du livre, si je souhaite modifier le livre. Et delete ici va me permettre ici de supprimer un livre. Donc, ce sont ces trois fonctionnalités que je vais implémenter dans la méthode getBookDetail. Vu qu'on doit passer ici la clé primaire, il faut d'abord que je prends un try pour s'assurer que la clé primaire vraiment existe dans la base de données. Il se peut que quelqu'un donne ici une clé qui n'existe pas dans la base de données et ça peut ici soulever une erreur. Alors, pour éviter cela, il faut mettre entre try, d'accord? Try accept. Alors, je vais faire try accept pour récupérer le livre dont la clé primaire a été donnée. Donc, je vais faire book objects, get, et la clé primaire getBook book objects get pk est égal à pk. Ça veut dire que la clé primaire est égale aussi à la clé primaire qui sera donnée. D'accord? Alors, je fais accept. Si le livre, la clé primaire, il se peut que la clé primaire qu'on a donnée ne correspond à aucune clé primaire de mes livres qui se trouvent dans la base de données, il peut soulever une erreur. Donc, si le livre n'existe pas, alors je vais soulever une erreur pour envoyer ce message-là à quoi? À l'utilisateur, au client pour lui dire que ce livre-là n'existe pas dans la base de données. Alors, je vais faire return, response. Il faut que je retourne une information pour lui dire que cette clé primaire ne correspond à aucune clé primaire dans ma base de données. D'accord? Il ne peut rien retourner, donc on n'a pas trouvé de valeur de content clé pour cette clé primaire. Alors pour cela, je vais faire status égale à status http content no content found. No content found. Je me rends dans la documentation au niveau des statuts, je regarde les exceptions, au niveau des statuts code. Voilà. Alors ici, voilà, donc il y a tous les statuts que nous utilisons. Le retour, il y a HTTP 204 no content found. Alors, lorsque vous vous rendez sur la documentation, il y a toutes les informations sur le HTTP 204 no content, ainsi de suite. Il y a tout ici, d'accord? Alors, ce qui nous concerne ici pour dire que content no found, c'est ce que nous allons retourner comme message. D'accord? Je vais copier cela. Je vais faire HTTP. Donc, je vais copier. Je colle. Alors, HTTP 450 not found. Alors, ça veut dire que nous n'avons pas tout retrouvé. Cette clé primaire ne correspond à aucune clé primaire dans la base de données. Alors, lorsque cela est, donc book sera vide. Sinon, si nous avons trouvé cette clé correspond à une donnée dans la base de données,
Alors, nous allons récupérer 7 et nous allons retourner les informations de ces livres, les détails de ces livres. Pour cela, je vais faire get. Alors, je vais faire serializer est égal à book serializer et je donne ici mon livre, les informations du livre qui est déjà stocké dans book. D'accord? Alors, je vais faire un response, return, response, return, response, response, serializer, data, serializer data. Maintenant, nous allons implémenter ici la méthode put, ce qui concerne ici la modification d'un livre, les informations d'un livre. Pour ça, lorsque je fais if, request méthode est égal à put. D'accord? La méthode dans la méthode put, ça veut dire que je vais modifier les informations d'un livre. Je prends put, data égale à request data. Comme on peut voir, il y a ici même la suggestion ici du Copilot, GitHub Copilot qui comprend ce que je souhaite faire. Là, je fais serializer, book serializer, d'accord? Je donne ici mon book, c'est-à-dire les données que j'ai récupérées et les valeurs que je souhaite attribuer. Alors, parce que data contient ici les nouvelles valeurs, d'accord? Et book ici contient ici les anciennes valeurs. Alors, si serializer, if serializer is valid, c'est-à-dire si nous avons des données valides, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner, je vais d'abord enregistrer dans la base de données pour le serializer save. Je fais serializer on save pour enregistrer dans la base de données. Et je vais faire return response serializer data. Ici le statut pour dire que tout s'est très bien passé, d'accord? Alors je vais faire http descend OK pour dire que tout s'est très bien passé. Alors je me retourne sur la documentation. Déjà tout est écrit ici, d'accord? Il y a tous les status code ici qui ont déjà ici http descend en create pour dire que alors la modification s'est très bien passée. La modification s'est très bien passée. Donc on a alors nous allons faire return response serializer error et nous allons donner ici la requête ici http bad request. Donc je vais faire serializer error status égale à status http bad request. Alors nous allons implémenter la méthode delete if request method est égal à delete, donc la suppression request method. Alors, j'ai fait une erreur, j'ai tapé égal, je vais d'abord écrire delete, request method delete, book delete pour supprimer le livre. Lorsque je supprime le livre, je fais book delete, book pour supprimer le livre. J'ai utilisé ici trois d'égalité, mais c'est des égalités. D'accord? Ne faites pas cette erreur-là. C'est des égalités. Alors, nous avons supprimé le livre. On fait un return. HTTP no content. D'accord?
HTTP 204 no content. Lorsqu'on supprime le livre, d'accord, on retourne le statut no content pour dire que le livre a été supprimé et on retourne le request. Alors, j'ai fait une erreur ici, j'ai mal écrit request, donc je vais corriger cela. Alors, lorsque je vais au niveau de l'URL, je vais commencer d'abord par importer le path, d'accord. Alors, je vais importer aussi les deux méthodes. Donc, je vais faire d'abord Django URLs et je vais importer le path, d'accord. Et je vais importer ici les deux vues que j'ai déjà créées. Donc, je vais faire path, book, d'accord, liste. Donc, je vais faire liste, d'accord, liste. Et je vais importer mes deux vues. J'ai besoin de vues que j'ai déjà implémentées dans mon fichier view. Je vais faire forme. Nous sommes dans le fichier API, donc le view se trouve aussi dans le fichier API. Je vais faire form.view, import, get book list, get book list et get book details. Alors, j'ai importé mes deux vues au niveau de l'URL. Pour la liste, get book list va afficher ici la liste des livres et aussi l'ajout. Je vais s'occuper de cela. Je vais faire book details et details UUID, d'accord? Et une chose très importante, la clé primaire PK doit être ce que vous devez donner. Alors, j'ai passé ici PK. Donc, comme la clé primaire du livre que je souhaite ici, que je souhaite afficher le détail. Et n'oubliez pas, si c'est le PK là que j'ai ici passé ici au niveau de ma fonction book details, ces deux doivent être les mêmes. Alors, lorsque je viens au niveau de je lance mon serveur et je lance mon application, je vais essayer d'afficher, j'ai déjà un livre, La chèvre de ma mère, qui se trouve dans ma base de données, d'accord? Je vais essayer d'afficher mes API, d'accord? Si tout s'est très bien passé, lorsque je fais book, list, alors, enfin, je crois, le serveur n'est pas bien lancé. Alors, il y a une erreur dans le serveur, au niveau du serveur, il y a une erreur. J'ai une erreur. C'est quoi l'erreur? Donc, je me dis que book list from API view. Importation, il me dit qu'il n'a pas bien importé. Je crois que je n'ai pas enregistré mes fichiers. Je vais essayer d'enregistrer. D'accord? Je fais un CTRL S pour enregistrer mes fichiers. Je l'ai importé, mais le fait que je n'ai pas enregistré le fichier, c'est pour cette raison. Je crois que j'ai une autre erreur. Alors, les erreurs, vous en aurez, donc cela ne doit pas vous effrayer. Alors, il faut essayer de lire ce que ça vous affiche comme erreur. Donc, on me dit book serializer from ne pas enregistrer. Alors, je vais enregistrer mon fichier serializer aussi. D'accord? Je fais CTRL S pour enregistrer. Alors, vous voyez. Donc, l'erreur est partie. Je vais voir si on aura aussi une autre erreur. Et revenons au niveau de, je vais actualiser. Et voilà. Et voilà. Django REST Framework nous offre cette interface-là pour pouvoir afficher nos API. Alors, pour le moment, nous n'avons que c'est cela. Maintenant que nous avons la liste de mes URL, je vais maintenant essayer d'ajouter des livres au niveau de ma base de données. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça, donc je vais le passer. Je vais essayer d'enlever la date de création. Et si l'ID, je n'en ai pas besoin.
Et lorsque je vais créer le livre, les ID et la date de création update seront créés automatiquement. D'accord? Alors, je vais essayer d'enregistrer un livre. Pour cela, je vais me rendre sur Amazon, sur un site. Par exemple, Amazon, je vais taper le livre La chèvre de ma mère, donc, que j'ai déjà enregistré. Je vais essayer de prendre par exemple le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je vais copier le nom, le titre du livre. Je me retourne. Alors, je remplace le titre par le titre du livre que je vais enregistrer. Le Père Robert, je prends Robert Kiyosaki, d'accord, l'autre Père riche, Père pauvre. Je vais aussi copier le nom de l'auteur. Je vais copier le nom de l'auteur, c'est Robert Kiyosaki, donc je vais copier cela et je vais retourner. Nous sommes en phase de test pour tester tout, pour voir que tout fonctionne très bien. Je mets le nom de l'auteur, Robert Kiyosaki, et je vais aussi prendre une description. Je me retourne au nouveau sur le site, description du livre, je copie, et je me retourne, et voilà, je copie la description, je prends le, le prix du livre, c'est 22 euros, je donne 22 euros, et une autre, qu'est-ce qui reste? Donc le numéro de série. Je crois, ce livre n'a pas de numéro de série, mais bon, je vais copier d'abord pour le moment l'image du livre, la couverture du livre, moins, je copie l'adresse, je viens, je colle. Et pour le numéro de série, je crois pas, je crois que ce livre n'a pas de numéro de série, je vais vérifier, je crois qu'il n'a pas de numéro de série, et voilà. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de saisir un numéro de série par moi-même, je vais venir, je vais changer, je vais taper un numéro de série. Choisir un numéro de série moi-même et je vais essayer d'enregistrer. Si tout s'est pas très bien passé, et voilà. Je crois qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur au niveau du numéro de série, je crois. Bon, je vais vérifier ça. Je vais, me- je vais vérifier l'erreur. Je me retourne. Alors, on va vérifier tout ça. Je vais essayer de réessayer à nouveau pour voir si tout se passe bien. Maintenant que nous avons rempli donc, les informations, donc je vais essayer donc d'envoyer mon livre, d'accord, 89. Alors, je vais faire post. Alors, vous voyez, donc ici j'ai en retour ici les informations du livre, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, ainsi de suite, donc toutes les informations du livre. Et lorsque je viens au niveau de ma page d'administration Django, j'ai que la chef de ma mère. Alors, lorsque j'actualise, et maintenant, donc j'ai Père riche, Père pauvre, d'accord? Je peux par exemple, lorsque je vais afficher le détail d'un livre, lorsque je clique ici, liste, donc ici maintenant au niveau de liste, donc j'ai ici j'ai un nouveau livre qui a été ajouté. Je peux par exemple modifier le livre. Alors pour cela, il me faut d'abord afficher le détail du livre. Si je vais par exemple le détail du livre, donc je prends ici l'ID du livre, je fais book details, slash, et je donne l'ID du livre. Et lorsque je fais cela, il va m'afficher ici le détail du livre. Parce que j'ai une erreur qui me dit que book has no attribute object. Book has no attribute object.
Ça veut dire que quelque part, on a mal tapé quelque chose, donc une erreur de frappe au niveau de ma vue. Donc ici, j'ai book has no attribute object. Do you mean book objects? J'ai au niveau de ma vue. Alors, je vais réduire un peu. Donc, je vais venir ici au niveau. Je vais request book object ici. Voilà, je dis already object. Donc, je mets ici object. C'est ça que je vais écrire. D'accord? Alors, je vais essayer à nouveau. Je vais venir ici. Alors, je vais essayer d'actualiser pour voir si tout se passe bien. Alors, vous allez avoir beaucoup de problèmes comme ça. Déjà, vous devez toujours regarder votre code pour voir s'il n'y a pas une erreur donc, de frappe quelque part. Je suis en train d'actualiser. Et voilà. Il m'a affiché ici le détail ici des livres. Alors, je peux par exemple le modifier. Ici, par exemple, je remarque quelque chose. Mon livre, au lieu ici de Ricardo, donc j'ai écrit Ricardo. Donc, je peux modifier cela. Donc, je vais essayer de modifier. Je vais copier. Donc, il faut toujours spécifier l'ID de ce que vous souhaitez modifier. D'accord? Alors, la description, c'est bon. Le prix, c'est bon. Donc, je vais mettre seulement Ricardo au lieu de Ricardo. Alors, je n'ai pas à modifier ici, je n'ai pas à modifier le numéro de série ou bien je n'ai pas à modifier ici created at, donc je vais enlever cela. Alors, donc j'ai ici l'ID, d'accord? Je vais faire un post pour voir, put, pour voir si tout se passe bien. Et voilà. Donc, vous voyez, mon livre a été modifié. Maintenant, maintenant de Ricardo, c'est Ricardo. Alors, je vais par exemple ajouter un livre fictif. Donc, lorsque je viens au niveau de l'administration, pour aller plus rapidement, d'accord? Donc, je vais créer par exemple un nouveau livre ici. Donc, je vais mettre par exemple test 1 et donc je vais donner par exemple auteur 1 et description et je vais mettre par exemple prix 5 et je vais mettre cover. Donc, je vais prendre ça, numéro de série, donc je vais mettre 60, voilà, numéro de série, donc j'enregistre. Lorsque j'enregistre, je viens au niveau de ma base. Alors, maintenant, je viens d'ajouter ici, par exemple, un nouveau livre avec quoi? Avec cette valeur-là. ID est égal à ça. Maintenant, c'est ce que je vais, par exemple, supprimer. Pour supprimer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher d'abord le détail ici des livres, details. Et là, maintenant, et lorsque je fais un nouveau détail, donc j'ai le bouton delete. Donc, je vais essayer de supprimer. Lorsque je clique sur delete, alors il va m'afficher le message I just want to delete this checkbook details. Je dis oui, donc, et voilà, il va supprimer et accept, je vais accept. Donc, au static code, il va me retourner, c'est HTTP 224 no content. Et voilà, donc tout fonctionne normalement. Donc, on a créé notre API. On peut ici afficher les détails, donc on peut ici ajouter, on peut modifier et tout comme on peut supprimer. Si par exemple vous avez Postman, donc je vais aller tester. Donc en nouveau, généralement, c'est ce que la plupart des gens connaissent. D'accord? On va y tester avec le Postman pour voir si tout se passe très bien aussi. D'accord? Alors, lorsque je lance Postman, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple créer un nouveau environnement, une nouvelle collection. Je vais par exemple donner le nom de ma collection. Donc, je vais le nommer de ma collection. Je vais appeler par exemple Book API.
ici, donc, je vais ajouter une requête, oui, une requête get. Donc, je vais afficher, par exemple, get book list, par exemple. Il va m'afficher la liste de livres. Book list, c'est une méthode get. Alors, pour cela, je vais venir ici au niveau de donc, le nom de ma requête. Donc, c'est très simple. Donc, list. Et je vais envoyer ici une requête. Donc, ici, j'ai ici la liste ici de mes livres. D'accord? Donc, je vais ajouter aussi une nouvelle requête. D'accord? Ici, je vais ajouter ici une nouvelle requête. Et cette requête, donc, ça sera la requête post pour ajouter un nouveau livre. Donc, add request, requête. Et ici, donc, je vais appeler ça add book, d'accord? Et la méthode sera une méthode post méthode. Et je vais venir ici au niveau de header, un body, pardon, j'avais dit, row, et de format JSON. Je vais prendre par exemple ça. Je vais essayer de prendre ça comme un exemple. Je vais le mettre au niveau du postman. Alors, je vais enlever ici l'ID. Ici, je vais enlever ici la created axe description. Donc, je vais ajouter un nouveau livre. D'accord? On avait ajouté par test, nous avons ajouté Kiyosaki. Donc, je vais essayer d'ajouter un autre livre, donc de mon choix. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel livre. Donc, je vais choisir par exemple L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Je viens au niveau du postman. Donc, le titre, c'est ça. Et le titre, donc, je copie le nom, je viens au niveau du postman. Donc, je remplace par Ricardo. Et la description aussi. J'ai ajouté une description à mon livre. Je me retourne au niveau de... Donc, je prends la description qui est là. Je copie la description. On fait le test avec Postman, d'accord? On teste avec les deux. Parce que généralement, lorsque vous travaillez ou que vous allez travailler généralement avec Postman, lorsque vous créez une API, donc c'est pour cette raison, je vous montre comment on fait avec Postman aussi. Utiliser, parce que la plupart du temps, vous aurez à utiliser Postman lorsque vous développez une API, au fait. Alors, le titre, par exemple, le titre, donc, le prix, c'est 10 euros. Donc, le prix, c'est 10 euros. 10,54 euros. 54 euros. Et la couverture, pour la couverture, donc, je vais prendre ça, copier, adresse image, donc, je copie, je viens, je mets ça. Et pour le numéro de série, d'accord, je vais choisir par exemple un numéro de série au hasard. Alors, donc, je vais essayer d'envoyer. Donc, je vais faire un send. Normalement, donc, j'ai pas mis d'abord l'URL. Donc, ça sera envoyé à quoi? À booklist/list. Donc, ça sera fait référence à quoi? À quelle fonction? Cette adresse, cette URL appelle quelle fonction? Lorsque je viens au niveau de ma vue, donc ici, ça s'appelle la fonction getBookListView. Lorsque je viens au niveau de l'URL,
Et donc là, ça appelle cette fonction. Donc n'oublie pas cela. Donc je vais au niveau de, je me retourne et je vais send. On voit ce que ça donne. Et voilà. Donc ça a été créé avec succès. Et vous voyez, il m'envoie les informations, la chèvre de ma mère, alors que moi je vais créer l'homme le plus riche de Babylone. Donc il y a un problème. Il doit y avoir forcément une erreur. Donc c'est get. Alors que c'est la méthode de post que je fais appliquer. Post, voilà. Et donc je vais essayer à nouveau une méthode de post. Donc je vais envoyer. Et voilà. J'ai OK. Donc l'homme le plus riche de Babylone, Josh Samuel Person, donc a été ajouté. Donc ça veut dire que tout se passe bien. Alors, et lorsque je viens au niveau de mon API, donc je fais au niveau de Booklist, et lorsque je fais un send, vous avez remarqué, il va m'afficher la liste ici de mes des livres que je viens d'ajouter. Et donc j'ai la chef de ma mère, j'ai Père riche, Père pauvre, et j'ai l'homme le plus riche de Babylone qui a été ajouté. D'accord? Alors, il y a quelques fonctionnalités aussi qu'on peut faire, donc la modification. Je vais par exemple ajouter la fonctionnalité modification, mais avant cela, donc je dois avoir accès à quoi? À get details. Donc, single book, book details. Ben, je vais faire comme ça, book details, le détail du livre, d'accord? Là, pour afficher le détail du livre, donc je vais mettre ça ici, book details. Ce sera ici une méthode get. Mais dans cette méthode get, on aura besoin de quoi? On aura besoin de l'ID, l'ID du livre qu'on veut afficher le détail. D'accord. C'est une méthode get, donc je vais, ça sera la méthode book details, detail. Donc ici, c'est au nouveau, ici, details. D'accord? Alors, je vais par exemple donner l'ID. Je vais prendre par exemple cet ID-là, demander la chèvre de ma mère. Je vais afficher le détail des livres. Donc, je donne ici l'ID. Lorsque je donne l'ID et je fais send, il va m'afficher ici le détail de ce livre. Et voilà. Donc, j'ai ça. C'est l'éditeur. Ça fonctionne très bien. Et lorsque je souhaite, par exemple, modifier ça, donc, modification, alors je vais prendre ça aussi. Je vais ajouter une nouvelle requête, request, update book, update date book. Lorsque je vais modifier, alors ici, je vais ajouter ici le détail des livres que je vais modifier, row, par exemple, et en format JSON. À supposer que je vais, par exemple, modifier ça, je vais prendre le troisième, par exemple, l'homme le plus riche de Babylone, d'accord? Je prends copie, je me retourne au niveau de Update Book, je passe ça, alors, le titre, c'est par exemple, je vais enlever Updated Created At. Donc, c'est pas ces informations que je souhaite modifier. Je souhaite par exemple modifier quoi? Je souhaite par exemple modifier Joseph Samuel Claston ou bien le titre. Je vais par exemple modifier. Modifier. Donc, je fais un send et je dois prendre l'ID. Je dois aussi spécifier l'ID ici. Je l'envoie et voilà. C'est une méthode get, donc c'est une méthode put que je vais faire. Au lieu de get, c'est put. Donc, je vais envoyer à nouveau. Et voilà. Il a modifié. Donc, je vais oublier de mettre ici slash. D'accord, à la fin. Donc, il a modifié. Donc, vous voyez, l'homme le plus riche de Babylone modifié avec succès. D'accord? Je peux aussi mettre ici la méthode delete. Alors, je vais venir ici delete. Je vais ajouter aussi une nouvelle requête. Request. Add a request.
Alors, je vais ajouter aussi une nouvelle requête. Add request, delete. Delete book. Delete. Delete book. D'accord? Alors, je mets ici l'adresse. Alors, je vais la méthode delete. Et là, donc, je vais pas ici supprimer déjà les informations des livres que je vais ajouter. Donc, je vais ajouter un livre de test. D'accord? Donc, je vais venir ici au niveau de mon item. Donc, comme je l'ai fait. Donc, je vais ici actualiser. Je vais ajouter ici un livre de test. Add. Comme livre de test. Yes. 1. Auteur 1. Description. Par exemple, première description. Price. 8, par exemple. Couverture. Donc, je vais prendre une couverture 9, 6. D'accord? Save. Et là, lorsque je viens aussi au niveau des postman, je viens au niveau des get book list. Donc, lorsque je fais une nouvelle requête, vous allez voir, alors, mon livre a été ajouté. Mais c'est ce livre-là que je souhaite supprimer. Donc, je vais venir ici, je copie. Alors, je viens au niveau de delete. Donc, je remplace seulement l'ID par l'ID du livre que je souhaite supprimer. Donc, je fais slash et je fais un send. Et voilà, il me retourne no content. Donc, ça veut dire que tout s'est très bien passé. Lorsque maintenant je me retourne au niveau de book list, je me fais encore un send. Et voilà, mon livre n'existe plus, donc ça a été supprimé. Donc, ça veut dire que la création, nous avons ici développé notre API avec succès. Tout fonctionne maintenant très bien avec notre API. D'accord? Nous avons fini avec la création de l'API. Et j'espère que vous avez compris cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires et je ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez réellement de faire une formation complète avec aussi Django REST Framework, faites-moi le savoir dans les commentaires et je vous ferai le plaisir de créer cette formation pour vous. Alors maintenant que nous avons fini la création de notre backend, tout fonctionne très bien avec notre backend. Nous allons maintenant entamer la création de notre front-end, la création de notre application mobile.